Nächsten Referenten eine ehemalige Nähe zur senegalesischen Regierung, bis er 2004 ins kanadische Exil gegangen ist und seitdem als aktiver politischer Journalist von dort aus wirkt. Und ich denke, auch von ihm werden jetzt wunderbare Einsichten kommen, beziehungsweise Perspektiven über gangbare Wege. Wir sind immer noch in dem Block 1, herzlichen Dank. Wir sind immer noch im Block 1, der zur afrikanischen Diaspora und zur Afrikanischen Union referiert. Und natürlich ist es schade, dass Cheikh Niang nicht da ist, denn ich denke, es wäre so viel Wertvolles dabei. Aber jetzt zunächst herzlich willkommen, schön, dass auch Sie den Weg hierher gefunden haben, Jules Souleymane Diop. So, thank you very much, everybody, and thank you for being here. Brothers and sisters, members of this Pan-African Congress, first of all, I would like to let you know how proud I am today to be in Germany, invited by the Pan-African Congress to talk about Africa. I flew over the Atlantic Sea, saved by fatigue, amid long turbulence zone in a 10-hour trip. I then imagined, brothers and sisters, all the sacrifices that Marcus Garvey, William Dubois, and all the black people of America made, who took this trip, and what they have endured in rudimentary conditions on boats at the turn of the last century, in a 2-week perilous journey. And then I forgot my pain. Brothers and sisters, I am here today because I am driven by the same feeling of love which drove the black people of America, who were called the Negroes, who sponsored with their own money the first Pan-African Congress that was held in Paris in 1990. Before that meeting of London in 1900, when for the first time people of color, sons of Africa, from all over the world met and said, enough is enough. Let's not forget, brothers and sisters, that the first Pan-African Congress, which took place in Paris after the London meeting, was called in the occasion of the Paris meeting over the fate of German colonies. That was late after the Conference of Berlin, which decided the division of African continent. Brothers and sisters,
I am here because I love Africa, and I love Africans. But it's because we love each other that we must tell the truth and speak the truth. As the long night across the Atlantic Ocean went by, I started thinking about the destiny of nations. Of course, the destiny of my own nation, the African nation. I started thinking about what can be a promised land and what can be an elected people of God. There's no doubt in my mind that if a spot of this earth is to be designed as a promised land, it would be given to the adequate characteristics for happiness and well-being. It's the continent of the most flourishing vegetation, the richest subsoil, the most diversified wildlife. It is there according to the archaeological excavations and the most recent studies where mankind started this long adventure, and it's Africa. So, it is there, according to the most recent studies on DNA, that Homo sapiens, as we know him today, lived for 200 years in unmatched heaven-like conditions before spreading throughout the world. It is common agreement among Western scientists that the Bushmen of South Africa, Botswana, Zimbabwe, are indeed the ancestors not only of Africans, but of the whole humanity. So, if the promised land is meant to be for these elected people, then indeed we are elected people of God. So this is why, when the question was asked to the great Cheikh Anta Diop, important, je ne méconnais pas le sujet qui m'amène aujourd'hui, mais pour que nous sachions où aller, quoi faire, il nous faut savoir d'où nous venons et à partir de quel moment nous avons perdu la route, parce que nous avons perdu la route. Et j'ai cité un homme qui s'appelle Cheikh Anta Diop, qui est le père des études africaines menées par les Africains sur l'Afrique, et qui a expliqué de façon magistrale comment, à partir du XVe siècle, il y a eu un ensemble de bouleversements économiques qui ont eu une influence démographique, politique, sociale sur le continent africain
et qui nous ont fait perdre nos structures politiques et sociales telles qu'elles existaient jusqu'ici. Ce changement, il n'est pas magique. On peut le comprendre. C'est à partir du moment où un homme qui s'appelle Christophe Colomb, un Génois, en 1492, est monté avec ses hommes dans la Niña, la Pinta et la Santa Maria pour prendre la direction de l'Amérique du Sud à la recherche de l'Inde. À partir de ce moment, pas seulement l'Afrique, mais le monde avait changé. Parce qu'à partir de ce moment, la route des épices, le commerce sur la mer Rouge, le commerce transsaharien était supplanté par ce qu'on appellera plus tard le commerce triangulaire, qui était en réalité, qui va bientôt engendrer le commerce des hommes et le transfert massif de travailleurs sous la forme de l'esclavage à partir de 1619. Ce n'est pas magique, on le sait. Et donc, il y a certainement des facteurs endogènes qui peuvent expliquer l'état dans lequel nous avons été pendant 300 ans d'esclavage et une colonisation qu'on exagère, parce que dans beaucoup de pays, la colonisation n'a pas duré 100 ans. Et pendant cette période, même dans les cales des bateaux, même en Amérique, dans les champs des plantations, parce que la canne à sucre était ce qu'est devenu le pétrole aujourd'hui, les hommes noirs ont continué à se battre et à résister. Il faut le savoir. Dans mon pays, le Sénégal, le dernier homme est tombé en 1886. Il s'appelle Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Il s'est battu en même temps que d'autres héros africains que je pourrais citer ici, en disant non. Il y a Samori Touré, en disant non à la pénétration étrangère en Afrique. La conférence de Berlin, qui décide du morcellement du continent africain, se décide presque en même temps. Eh bien, entre 1886 et 1957, les premières indépendances des États africains, il ne s'est pas passé 100 ans. Qu'ont fait les hommes noirs? Ils se sont battus, ils se sont organisés en 1900 à Londres, en 1919 à Paris, plus tard en Afrique, avec Kwame Nkrumah, avec d'autres héros africains, pour refuser la pénétration étrangère en Afrique. C'est ce que l'Éthiopie a fait pendant la guerre italienne en 1935 et en 1936. Et les hommes noirs ont continué à se battre, y compris sous l'apartheid. C'est une fausseté et une malhonnêteté que de penser les Africains étaient là passifs pour accepter cette situation qui était une situation injuste. Nous nous sommes battus. Et si aujourd'hui on considère l'Amérique comme une démocratie et l'une des plus grandes démocraties au monde, c'est parce qu'il y a eu des hommes noirs qui ont engagé leur vie, qui se sont battus jusqu'à mort pour refuser l'injustice et l'arbitraire. Il a fallu qu'une femme qui s'appelle Rosa Parks entre dans un bus et refuse de se lever pour qu'aujourd'hui on parle de l'Amérique démocratique. Il a fallu qu'à partir des années 60, des hommes noirs se battent pour leurs droits civiques, se battent dans les universités pour acquérir la connaissance qui nous permette aujourd'hui, nous aussi, d'être ici présents. C'est un mensonge que je de dire que nous avons regardé tout ça passif.
Alors, il faut bien magnifier la solidarité de la diaspora noire à travers le monde. J'ai dit dans mon discours, et c'est important, que les premières rencontres des Noirs panafricains ont été financées par les Noirs d'Amérique avec leur argent. Et déjà à Londres, ils ont posé la question de la liberté et de l'indépendance des peuples noirs. L'Afrique du Sud n'a jamais été seule. Il y a eu des Noirs qui se sont battus aux côtés des Sud-Africains, comme quand Haïti se battait pour son indépendance. Il y a eu des hommes africains qui sont partis à Haïti pour te battre aux côtés des Haïtiens pour l'indépendance de Haïti. C'est bon à savoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est bon de savoir ce qui s'est passé et ce que nous avons fait de cette indépendance. À partir de 1958, le panafricanisme évolue et grandit pratiquement en droite ligne des congrès panafricains qui se sont tenus depuis. Il y en a eu 3. Sous l'égide de Kwame Nkrumah et de Nasser, il y a eu des rencontres qui se sont tenues en 1957 et la dernière qui fonde en décembre 1963, qui fonde le lancement de ce qu'on appellera plus tard l'Organisation de l'Unité africaine. Qu'est-ce qu'on a fait à nos nationalistes? Qu'est-ce qu'on a fait de Patrice Lumumba? Qu'est-ce qu'on a fait de Thomas Sankara? Qu'est-ce qu'on a fait de Sylvanus Olympio? Qu'est-ce qu'on a fait de Nelson Mandela, du Congrès national africain? Le dernier que j'ai vu se battre, parce que j'ai eu la chance en 1999 de participer à la première rencontre à Sirte qui a lancé l'idée d'une Union africaine. J'ai vu Muammar Kadhafi, le drapeau de l'Afrique collé sur son cœur. Je l'ai vu se battre et supplier les chefs d'État africains de la mise en place d'une organisation unique, d'un parlement unique et d'un État fédéral africain. Ils l'ont tué la semaine dernière. Je l'ai vu se battre. J'ai participé à la rencontre de Durban en juin 2002. J'y étais à côté de nombreux chefs d'État africains. J'ai vu tout le débat qu'il y a eu. Évidemment, il y a eu des chefs d'État, comme d'habitude, qui se sont fait les porte-paroles de la puissance coloniale, qui ont tout fait pour qu'à l'issue de cette mise en place de l'Union africaine qui a été déjà lancée au sommet de Sirte, si vous regardez les objectifs de l'Union africaine, le premier objectif, ils disent se battre pour l'indépendance politique des peuples africains. A. B. Ils disent se battre pour l'intégrité politique et territoriale des États africains. Mais s'ils se battent pour l'intégrité territoriale des États africains, à quel moment pourrons-nous parler d'un État africain? Vous voyez à quel point le débat est biaisé. Il était déjà en cours lors du lancement de l'Organisation de l'Unité africaine, puisqu'à ce moment-là, les modérés ont eu raison sur les partisans du nationalisme africain. Et c'est ainsi qu'au moment du lancement de l'Organisation de l'Unité africaine, et encore aujourd'hui, nous parlons d'Union africaine, nous avons les mêmes États que nous ont légués les colons après la conférence de Berlin. Ce n'est pas possible, ce n'est pas viable. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a
la volonté des anciennes puissances coloniales qui se sont battues pour un accès direct et à suffisance à nos ressources, puisqu'encore une fois, pour fabriquer un téléphone cellulaire, aussi sophistiqué qu'il soit, il faut aller chercher du coltan au Congo. Et ça, ceux qui avaient assassiné Lumumba, ils l'avaient déjà en vue. Nous sommes donc, malgré nous, embarqués dans une histoire qui n'est pas la nôtre. Et ces forces continuent d'agir sur nous-mêmes, sur nos peuples, sur nos consciences. Et malgré tous les efforts qui ont été faits, Sanou Mbaye a fait un bilan de notre situation économique que je ne saurais faire mieux que lui. Il y a eu de nombreuses initiatives qui ont été prises déjà lors du lancement de l'Organisation de l'Unité africaine, mais déjà depuis la conférence de Lagos, ce qu'on appelle le plan de Lagos, en 1980, jusqu'au lancement du plan Omega. Tout ce que nous avons comme initiative est voué à l'échec parce qu'il y a une mauvaise foi de nos chefs d'État qu'accompagne bien la mauvaise foi des anciens colons qui nous ont dit « prenez votre indépendance » par des mots et qui ont continué, pour ce qui concerne l'Afrique francophone, à partir de l'Élysée, avec Jacques Foccart, à décider de qui doit être chef d'État en Afrique et qui ne doit pas l'être. Quand on a demandé au sergent-chef Eyadema, qui a perpétré le premier coup d'État en Afrique noire, le journaliste, le reporter de Paris Match le regarde et lui dit « Vous venez de tuer un chef d'État. » Qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai demandé d'avancer, il a refusé, je l'ai descendu. Voilà sa réponse. Eh bien, c'était naturellement avec la bénédiction de la France coloniale. Et nous n'avons pas eu de chance parce que nous avons pris nos indépendances à partir de 1945, pour la plupart, quand je globalise, et en même temps qu'émergeait la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et la guerre froide justifiait tous les crimes. On accuse Lumumba d'être proche des Russes, on envoie un agent de la CIA pour le faire tuer par un reporter, journaliste reporter, qu'il venait de faire chef d'état-major des armées. C'est comme ça que ça s'est passé chez nous. Nous devons cesser de nous auto-flageller et de regarder notre histoire en face et de ne jamais négliger le chemin que nous avons parcouru et l'effort inlassable d'hommes dignes et d'hommes courageux qui ont risqué leur vie partout en Afrique pour que nous soyons aujourd'hui encore là et debout. Parce qu'il y a 20 ans, il y a une conférence des intellectuels d'Afrique noire qui s'est déroulée à Dakar en 1996. Je le parcourais encore ce matin. Et j'étais triste, j'étais au bord des larmes. Parce que j'ai lu tout le pessimisme des Africains de l'époque. Le sida ravageait le continent africain. Les guerres étaient partout présentes en Angola, en Namibie, en Rhodésie-Natale, au Libéria, en Sierra Leone et un peu partout, des hommes s'entretuaient, des hommes noirs. Et on expliquait dans cette conférence, parmi les explications qu'on donnait de notre sous-développement, évidemment, on parlait de facteurs ethniques, de facteurs linguistiques, de facteurs sociologiques. Ce sont les mêmes histoires qu'ils étaient allés raconter aux Coréens
aux Chinois, à tous les pays qu'on appelle maintenant les dragons du Pacifique, en leur disant, à l'Inde, en leur disant que le confucianisme et le hindouisme étaient tels que ces pays ne pouvaient jamais se développer. Aujourd'hui, ce sont ces pays qui financent l'économie des pays occidentaux. Nous avons tenté un chemin qui n'est pas le bon. Je vous dirai pourquoi. Nous avons pensé qu'il fallait penser notre économie à partir de nos propres schémas de pensée. Et c'est ainsi qu'il y a eu le nationalisme de Nyerere, le consciencisme de Nkrumah, la négritude de Senghor, qui a son penchant politique qui était le consciencisme africain, et la théorie de l'authenticité de Mobutu Sese Seko Kukuwendu Wazabanga. Nous les avons tentés et nous avons échoué parce qu'il n'y a pas une psychologie noire comme le pensait Senghor, il y a une psychologie humaine. L'homme de Casamance, l'homme du Kivu, l'homme de Munich, comme l'homme de Washington, aspirent à la même chose. Ils aspirent à la liberté, à l'indépendance, au bien-être et à la possibilité de se soigner quand ils sont malades. Ça ne change pas d'un pays à un autre. Ces théories ont été développées pour justifier la soumission des peuples en pensant que puisque nous avons une psychologie unique et puisque nous pensons la même chose, nous ne pouvions pas avoir de multipartisme et de diversité de pensée dans nos pays. C'était un mensonge. Mes frères et sœurs, il nous faut, et dans tout ce qu'a dit Sanoumbaï, je n'ai rien vu qui soit valable pour l'Europe et qui ne le soit pas pour nous autres Africains. J'ai parlé d'un contexte de colonisation, d'un contexte de guerre froide, et plus tard d'une situation post-coloniale qui a maintenu la présence de bases militaires occidentales chez nous en Afrique. Mon frère Didier Awadi en parle et parle encore. Et nous avons laissé des gens choisir qui devait nous diriger et qui ne le devait pas. Si nous avons connu de grands échecs dans les tentatives de création d'ensembles africains, c'est surtout parce que les hommes qui étaient censés nous représenter dans ces instances ne représentaient qu'eux-mêmes ou leur famille et ne représentaient pas les intérêts des peuples africains. La réponse commence alors quand nous exigerons, nous, peuples, d'avoir des représentants dignes élus démocratiquement dans les instances de l'Union africaine. Que cessent les coups d'État, que cesse dans nos pays le fait qu'un homme puisse se lever pour dire « je suis sergent, j'ai mon pistolet automatique, je vous soumets, je prends le pouvoir et j'en fais ce que je veux ». Ça doit cesser. Si vous regardez les instances de l'Union africaine, vous êtes émerveillés par l'ensemble des instances qui existent. Vous avez même un parlement africain. Vous avez une charte des droits africains des droits de l'homme. Et vous avez toutes ces institutions qui ont été créées et qui ne fonctionnent pas par la mauvaise foi et la mauvaise volonté des chefs d'État africains, qui souvent ratifient les conventions, mais ne les appliquent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effort de fait. L'existence d'une justice pénale internationale,
l'existence de possibilités de sanctions, même de principe, à l'échelle de l'Union africaine, a certainement découragé l'organisation de coups d'État. L'universalisation de la justice à travers le principe de compétence universelle ont certainement découragé le pillage des ressources africaines par des Africains. Sanoumbaye parle souvent de retour de capitaux. Nos chefs d'État, partout en Afrique, se sont souvent assurés des comptes bancaires dodus dans des comptes suisses. Et aujourd'hui, c'est en train de changer petit à petit. L'existence de forces sous-régionales d'interposition, comme cela s'est passé en Afrique de l'Ouest avec les Comores, comme cela s'est passé au Darfour avec l'Union africaine, et aujourd'hui, dans une moindre mesure, en Éthiopie, participe d'un effort que nous faisons pour que nous, Africains, soyons au devant quand il s'agit de régler les problèmes des Africains. Nous avons manqué de le faire en Côte d'Ivoire, malgré les différentes résolutions, et nous avons manqué de le faire en Libye, et c'est une honte pour tous les Africains. Que des pays de l'OTAN, qui sont régis par le traité Atlantique Nord, la protection des États occidentaux qui sont membres face au bloc communiste, se permettent de traverser la Méditerranée pour venir trouver un chef d'État, quoi qu'on puisse penser de lui, le tuer froidement et mettre en place des gens qui aujourd'hui, je le dénonce et il faut le dénoncer, mettent des Noirs en prison sans les juger parce qu'on les accuse d'être des pro-Kadhafi et des mercenaires à la solde de Muammar Kadhafi. Chers frères et sœurs, le monde n'a pas changé. Il est tel qu'il était depuis le début. La mondialisation n'est pas une nouveauté. Elle a existé depuis les premiers pas que l'homme du désert a fait sur sa chamelle pour monter vers le nord. Elle a commencé depuis les premières expéditions lancées par des rois chinois bien avant Jésus-Christ pour aller à la conquête des autres continents. Ce qui a changé, ce sont les modalités dans lesquelles se pratique cette mondialisation. La rapidité avec laquelle elle s'exerce. Nous devons donc trouver les mécanismes pour nous rendre incontournables et déterminants dans le monde. Mais nous sommes en train de le faire. Quoi qu'on puisse penser, j'ai parlé d'une littérature très pessimiste. Il y a 20 ans, on disait que des pays africains, comme l'Afrique du Sud, comme l'Ouganda, allaient disparaître à cause du sida. Ils sont encore debout, le continent africain est encore debout. Sanoumbaye l'a dit, nous réalisons aujourd'hui des taux de croissance, c'est-à-dire notre participation à la richesse mondiale est supérieure à la moyenne du monde. Et il y a des pays africains qui réalisent aujourd'hui des taux de croissance à 2 chiffres. Je vais vous dire, sur un ton un peu prophétique, mais il est voulu. Ce qu'on observe aujourd'hui dans les pays occidentaux, la grève du pain, les manifestations pour plus de justice, c'est exactement ce qui se passait en Afrique dans les années 80 quand nous avons été mis sous ajustement structurel. C'est ce que vit l'Occident aujourd'hui. La crise qu'elle vit n'est pas une crise financière, elle est une crise civilisationnelle. Parce que des hommes se sont levés. Les hommes se sont levés. Ils ont pensé qu'ils pouvaient aller partout ailleurs pour dominer les autres peuples. Et ce que nous observons,
est un juste retour à la réalité. Il y a des pays qu'on appelle les BRIC, et parmi lesquels, assez étonnamment, il y a l'Afrique du Sud. Et un jour, puisque j'écoute souvent Radio France Internationale, j'ai entendu le Premier ministre sud-africain, qui fait partie de ces pays, être interrogé sur la question de savoir est-ce qu'ils allaient accepter de financer l'économie des pays occidentaux ou est-ce qu'ils allaient les laisser dans la crise. Et ça m'a fait une fierté. Eh bien, chers frères et sœurs africains, je voudrais vous dire aujourd'hui que l'Afrique renaît. Ce n'est pas un rêve, les guerres ne sont pas finies, mais beaucoup d'endroits ont retrouvé la paix et le chemin de la démocratie, le chemin de la liberté et de la libération de l'homme noir. Et qu'il n'y a que ce chemin qui vaille. Et si nous le poursuivons, ce qui était considéré hier comme un handicap, la solidarité africaine, qui est en réalité un principe universel, la jeunesse de notre continent, nous avons toutes les chances de redevenir ce que nous avons été, parce que nous avons toujours été à la base de cette grande aventure qui est une aventure de l'homme. Je vais parler en kantien. Je suis un amoureux d'Emmanuel Kant et je crois à l'universalité des principes moraux. Je crois que ce qui vaut ici, ça vaut aussi pour nous en Afrique. Je tenais à cette note optimiste et dire que donc nous sommes sur le bon chemin. Nous renaissons petit à petit. Et si nous maintenons le cap de la réforme de nos institutions économiques financières pour plus de démocratie, plus de liberté économique, pour plus de bonne gouvernance, l'avenir appartient à l'Afrique. La diaspora africaine, je ne vais pas y revenir, Sanoumba il l'a dit avec beaucoup plus d'éloquence sans doute que moi. La diaspora africaine qui investit et qui fait vivre l'Afrique, elle est aussi la preuve de la solidarité et de notre unité de destin. Et c'est que de cette manière, en soutenant tous les peuples africains dans leur combat, que demain, nous pourrons redevenir ce que nous avons été. J'ai parlé de chemin parcouru, j'ai parlé des origines et j'ai insisté sur le fait de savoir à partir de quel moment nous nous sommes perdus sur notre chemin. Nous sommes en train de le retrouver. Je vous remercie, je vous aime et je ne vous dirai jamais assez merci de m'avoir écouté aussi longuement. Formidable, formidable, formidable. Afrika, ich denke, wir dürfen aufstehen, uns ein bisschen locker machen. Ich glaube, wir dürfen hoffen. Wir haben Hoffnung. Wir haben Hoffnung und das ist eine hervorragende Sache. Voilà, maintenant, nous allons, parce que nous avons beaucoup d'énergie encore, hein. Nous pouvons encore tenir pendant 30 minutes, 45 minutes. Wir machen keine Pause. Wir machen jetzt, weil nach so einem Vortrag muss man reden, denke ich. Und ich hoffe, dass Sie alle mit mir und diesmal etwas heftiger, wir haben Dreiviertelstunde und in dieser Dreiviertelstunde sollten wir keine Vorträge machen, sondern Frage stellen und antworten, damit wir mehr aus unserer, wir haben hervorragende Gäste, also bitte, wir sollten die Fragen so stellen, damit wir oui, vous avez...
Also pose une question, oui. Ich hoffe, die Tradition funktioniert. Wenn sie kommt. Also ja, jetzt müssen wir doch 5 Minuten Pause machen, weil die Übersetzerin weil es sehr viel ist. Alors, j'ai voulu qu'on ne fasse pas de pause maintenant, mais les traductrices sont après ces deux discours très puissants. Alors, elle a besoin de 5 minutes de repos et nous continuons avec la discussion avec 3 partenaires. Donc, à tout de suite. Dao Domingos, Generalkonsul von Angola, begrüßen. Frau Saroyini Senevasen Fresh, Botschafterin von Mauritius, herzlichen Willkommen. Sehr schön. Das war für die officielle Seite. Bon, ça c'était pour le côté très officiel pour les salutations. Bienvenue au Kongress. So, Sie haben sich gestärkt. Wir sind gespannt. Nous nous sommes renforcés. Vous n'aviez pas tellement profité parce que vous avez été harcelé déjà par des questions. Tout s'est passé assez... Ça s'est très bien passé jusqu'ici. Vous avez beaucoup participé à rehausser le niveau de notre débat. Sie haben schon in den Vorträgen haben Sie schon gehört, vieles gehört. Und jetzt nutzen wir die Chance. Ich habe 2 Bitten. Kurze Fragen, kurze Antworten, damit wir mehr erfahren können. Ja, damit die Chance. Alors, j'ai demandé au public, qui était déjà très enthousiasmé par vos exposés, de profiter de l'occasion pour en savoir plus, c'est-à-dire ne pas faire un autre exposé en posant la question, juste poser la question et des réponses qui viennent, bon, enfin, ça je ne dois pas insister, les réponses courtes de manière que nous ayons la possibilité d'avoir beaucoup d'informations. Parce que c'est une possibilité qu'on n'a pas tous les jours. Voilà. Donc nous allons travailler dans ce sens. Ich werde hier moderieren, meine Kollegin wird Fragen sammeln, 2, 3 und dann stellen. So, wir greifen gleich rein. Sie haben von Marianne haben Sie schon gehört, Ihre kreative Darstellung. Die kreative Darstellung der Tantine, der kulturellen Transaktionen, wie können wir komplexe Themen sowie die Strategie der Union africaine, wie können wir diese strategische Orientierung vereinfachen, sodass, sie hat gesprochen von Kind, aber ich sage, so dass der einfache Mensch das versteht. Alors, donc, on a parlé de la réduction du niveau d'abstraction dans les documents de l'Union africaine. Les documents de l'Union africaine sont formulés de manière très complexe. Évidemment, ce sont des documents à très haut niveau. D'abord, je vais vous poser une question.
Parce que Marianne a dit, elle ne sait même pas si vraiment les Africains, les experts africains ont participé à la formulation de ce document. Et surtout l'aspect femmes. Les femmes, voilà. Merci. Oui. Alors, si les femmes panafricaines haben die Frauen, weil die Frauen so pragmatisch sind, haben die panafrikanischen Frauen an diesem hohe, komplexe Dokument partizipiert? Das ist une question assez provocante. Nous sommes en parité ici, bon, mais comme les femmes sont très fortes, elles seules peuvent valoir, elles peuvent tenir. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Je vais poser une question dans cet aspect-là et également aller vers le financement avant de rentrer dans l'abstraction politique. Elle a parlé des tontines. Que fait le système financier, que fait le secteur financier pour l'intégration de nos transactions traditionnelles dans le domaine financier à haut niveau bancaire et comme ça. Je vais également aller dans cette direction dans mes questions. Mais je reviendrai sur tout ce que vous aviez dit. Also, ich habe gesagt, ich möchte eine Verbindung zwischen, was Marianne vorhin gesagt hat, und der Präsident der Banque africaine de développement gesagt hat, welche Verbindung, bevor wir zur politischen Auseinandersetzung gehen. So, jetzt rufe ich Sie auf. Sie haben gehört, was unsere Experten gesagt haben. Was sind Ihre Fragen? Meine Frage richtet sich an Herrn Niang. Meine Frage richtet sich an Herrn Diop. Er hatte vorhin in seiner Ausführung dargestellt, dass der erste panafrikanische Kongress 1955 in Afrika stattgefunden hat. Ich hätte gerne, dass wir wieder so eine panafrikanische Veranstaltung in Afrika organisieren, weil wir sprechen im Namen der Afrikaner, die in diesen Stunden da unten in Afrika leiden und sterben. Der zweite Kongress fand auch wieder 1963 in Afrika. Und dann frage ich mich, ob wir Afrikaner berechtigt sind, heute in Europa über die Zukunft Afrikas zu reden. Wir haben bedauerlicherweise gar keinen afrikanischen Politiker hier, der uns Rede und Antworten stellen könnte. Aber wir sind alle hier, oder die Referenten kommen alle aus Afrika, besonders der Herr Diop hatte diese Sorgen dargestellt, dass wir wissen, wohin wir gehen. Müssen wir in Zukunft der Panafrikanische Kongress in Europa stattfinden lassen, oder wäre das nicht besser, das in Afrika zu organisieren? Wenn wir in Europa organisieren, um die Bevölkerung hier zu mobilisieren, ihre Politik zu ändern, das heißt, die afrikanischen Länder haben keine Regierungen. Unsere Regierungen liegen in Europa. Ist das aber nicht so? Wir sammeln erst nur, dass er das auch weiß. Ja, ne? ich glaube, diese Fragen sollten... Bitte, noch. Les deux questions sont, est-il possible d'organiser un congrès panafricain en Afrique? Pourquoi n'est-il pas possible de le faire comme les années dans l'histoire? Et puis, deuxièmement, il n'y a pas assez d'hommes politiques qui ont été invités à cette conférence, mais vous êtes là. Et quelles sont les perspectives pour l'organisation? Si j'ai bien repris,
quelles sont les perspectives pour l'organisation d'un congrès panafricain en Afrique, parce que cela doit être important. N'est-il pas possible parce que les gouvernements ne le veulent pas, ou bien... Alors. Tout simplement, d'abord, je crois qu'il faut reprendre aussi un peu l'histoire du mouvement panafricain. Parce que la première conférence a été une conférence panafricaine, ça ne s'appelait pas encore le congrès. Et c'était effectivement quelque part. Le dernier congrès panafricain, c'était en 1974 à Addis Abeba. Et il y a eu un congrès, là, c'est là où le mouvement panafricain, qui est multiple et qui ne parle pas toujours d'une seule voix, à mon sens, je dis bien à mon sens, ça n'engage que moi-même. Le 7e congrès panafricain a eu lieu en 1994 à Kampala, donc sur la terre, en terre africaine. C'est même là que l'organisation panafricaine des femmes, qui n'est pas la première c'était dans les années 60, une des Tanti Jeanne, qui était une des fondatrices de l'organisation panafricaine des femmes, est notre marraine. Donc elle a aussi endossé le fait qu'on essaie de relancer, enfin de recréer une nouvelle association panafricaine des femmes. Et c'était à Kampala en 1994. C'est là qu'on a créé PAVLO, donc Pan-African Women's Liberation Organization. Nous, ici en Allemagne, on a rajouté le empowerment. Ça veut dire une chose, c'était le président Museveni qui a accueilli ce mouvement panafricain. Maintenant, il y a eu d'autres tentatives à Londres. Il y a eu récemment aussi des tentatives en Afrique du Sud qui, pour des raisons diverses, n'ont pas abouti. Mais si, de 1974 à 1994, il a fallu 20 ans pour remettre sur place un congrès panafricain, ça veut dire que si toutes là on s'y met, et tous aussi, si on continue de demander et de pousser, c'est sûr qu'en terre africaine, il y aura un pays qui va accepter d'accueillir à nouveau un congrès panafricain. Ici, on est dans l'enceinte, si je me permets de dire, de AK Panafricanismus. Donc, c'est bien sûr un congrès panafricain, mais c'est un congrès panafricain qui est la petite sœur ou le petit frère des grands congrès panafricains mondiaux. Donc, il faut bien comprendre là où on se situe. Je voudrais revenir à l'idée juste de la tontine. J'espère que tout ce temps-là, je n'ai pas seulement parlé de la tontine. L'idée, c'était une réorientation. Ce n'est pas une simplification. Ce n'est pas une simplification, c'est une réorientation. Les choses les plus complexes, nos comptes qui semblent les plus simples sont les plus complexes. Parce que ça porte sur toute la vie et même sur tout le cosmos, si on regarde bien. Donc, il ne s'agit pas de simplifier, il s'agit de réorienter. Ich denke, jetzt ist der Bedarf da, das im Essentiellen, im Deutschen zusammenzufassen. Ist das so? Ist der Bedarf da? Ich kann es auch so zusammenfassen. Bitte. Ja, also es geht darum, dass man die ganze Geschichte der panafrikanischen Kongresse erfasst. Das heißt, sowieso der erste Kongress war eine Konferenz und dann im Verlauf der Zeit 21, 23, 45 und so weiter bis 64, ich habe es einfach übersprungen, war eine Konferenz in Addis Abeba und dann kam nach meinem Sinne, weil es gibt Leute, die dagegen sind, dass man der Kongress, der 7. Panafrikanische Kongress in Kampala 94 als 7. Panafrikanische Kongress nennt. Es gab auch auf jeden Fall, das war
unter der Schirmherrschaft von Präsident Museveni von Uganda. Und das ist da, wo unsere Organisation, die Pan-African Women's Liberation Organization, gegründet wurde. Und das ist die zweite panafrikanische Frauenorganisation, die im Rahmen eines Kongresses gegründet wurde. Das bedeutet, es gab auch Versuche in England und dann neulich auch in Südafrika, also neulich, das ist vor 2 Jahren ungefähr, in Südafrika, dass man einen neuen panafrikanischen Kongress organisiert. Und wenn wir alle daran arbeiten, sind wir einfach gute Dinge, dass wir einen panafrikanischen Kongress auch auf afrikanischem Boden vielleicht vor den kommenden 20 Jahren auch organisiert. In einem Wort. Und ich habe nur hinzugefügt, dass ich nicht die ganze Zeit über Tontine gesprochen habe, hoffentlich, sondern es geht um eine Neuorientierung und nicht eine Vereinfachung der Konzepte. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Une deuxième question? Ok, je vous remercie. Je voudrais féliciter les différents intervenants qui ont fait de brillantes interventions. Au point de vue diagnostique, ils ont dépeint la situation un peu plus claire. Le problème qui est posé, c'est de savoir qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous avons à faire. Ce que nous devons faire transparaît dans certaines interventions, mais encore il faut systématiser. Alors donc j'ai quelques éclaircissements à donner sur certains points et poser des questions. En ce qui concerne le premier intervenant, il a bien parlé des marchés des capitaux internationaux, des investissements, des épargnes. C'est excellent. Il a parlé de la problématique de la convertibilité du franc CFA. Je voulais juste ajouter à ce qu'il a dit que le franc CFA n'est même pas convertible entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Ce qui cloisonne complètement les relations entre Afrique et Afrique. Alors donc, la question que je pose à partir de cet instant-là, c'est est-ce qu'une banque d'investissement faite par la diaspora a une chance de survie avec l'état politique actuel des pays africains? J'étais président, ça c'est la question, j'étais président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Mali. On a tout fait de m'enlever de là, une année après. Les Maliens de la diaspora ont tenté de mettre sur place, ils ont créé le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Ils ont voulu faire une banque des Maliens de l'extérieur. Ça n'a jamais pu voir le jour. Même le Haut Conseil a été déchiré, déchiqueté par des querelles politiciennes à l'intérieur du pays. Mais l'objectif essentiel a été purement et simplement liquidé par les tenants du pouvoir. Ce qui nous amène donc à réfléchir sur la problématique de la libération africaine. La deuxième chose, tout ce que vous avez dit sur la dette, sur l'investissement, sur la monnaie, sont sans appel. Vraiment, merci beaucoup. Je souhaiterais vous rencontrer au Mali pour une conférence. Et le deuxième intervenant a fait une brillante intervention. Il a parlé d'autoflagellation, d'arrêter l'autoflagellation. Bon, je suis d'accord qu'il faut arrêter l'autoflagellation. Mais il faut faire la promotion de la flagellation. C'est-à-dire que nous devons flageller les dirigeants africains, les politiciens africains et leurs complices du Nord. Nous devons les flageller. Vous voyez, moi, je me réclame de parti de la gauche au Mali. Mais dans cette histoire de la Côte d'Ivoire, dans cette histoire de la Libye, les partis européens dits de gauche ont fait preuve d'un réel social-chauvinisme. Socialistes en parole, mais chauvins en réalité dans les faits. Ils ont soutenu leurs différents gouvernements contre l'Afrique. Et ceux des pays africains, qui n'ont pas voulu aller, et des pays européens, qui n'ont pas voulu aller dans la même direction, sont restés des plus timides. L'Allemagne, la Russie, la Chine, pour être plus tard des complices. Et leur parti, bien qu'ayant pris des positions contre le budget de guerre, ne l'ont pas fait savoir de façon percutante comme les partis de gauche latino-américains. Pareil pour les partis de gauche africains qui sont liés à l'international socialiste. Vous voyez, la situation est assez complexe pour ce qui concerne l'Afrique. Donc, faisons pas d'autoflagellation pour mélanger tout. Nkrumah n'est pas
Nkrumah, je ne peux pas regarder Nkrumah, Lumumba et autres ne sont pas les mêmes que Mobutu, que Moussa Traoré, que Maurice Améogo, que Paul Biya, etc. Ce n'est pas le même regard. Flagellons Biya, flagellons Mobutu, flagellons et Amadou Toumani Touré, flagellons, oui, les gens vont... Flagellons Blaise Compaoré. Mais ne nous auto-flagellons pas pour mélanger, parce que nous avons eu à faire des critiques acerbes en son temps contre Thomas Sankara, contre Kabila Père, contre Kadhafi, etc. C'est ça l'autoflagellation. Essayons de savoir les étapes des luttes et ce qui peut faire quoi à un moment donné et quel est l'acte central qui sauvegarde les intérêts africains à un moment donné de notre histoire. Donc, flagellation, oui. Autoflagellation, flagellation des autres. Autoflagellation, je suis d'accord avec vous. Alors donc, voilà, et je voulais donner quelques petites informations par rapport au Mali, exportateur de riz. Vous savez, c'est des choses qu'on écrit dans les documents. Le marché malien est envahi de riz chinois, vietnamien. Au même moment, les paysans maliens sont chassés de leurs terres et on laisse la place à l'agro-business. Mais l'agro-business dont le financement est lié à l'endettement que nous votons à l'Assemblée nationale pour la bourgeoisie comprador dans nos différents pays. Je crois qu'il faut décoder le discours. Décodons les discours parce que le lieu de panafricanisme, c'est pour que ceux qui ont les mêmes philosophies, les mêmes orientations se retrouvent pour que la chaîne soit plus solide. Le taux de croissance en Afrique, mais moi je ne me réjouis pas d'avoir 7% ou 10% de contribution à l'économie mondiale lorsque, à l'intérieur de l'Afrique, les gens ne peuvent pas se soigner, ne trouvent pas à manger. Et ce n'est pas quelques individus, c'est entre les 60 et 70% de la population qui souffre ainsi. Donc, quelle est notre participation à l'économie mondiale lorsque chez nous-mêmes en Afrique, nous n'avons pas la possibilité de nourrir, de soigner nos enfants et d'empêcher à ce que nos enfants prennent le désert pour venir en Afrique. Et c'est pour cette raison, les Européens s'agitent fébrilement autour de la Grèce, mais la situation de la Grèce, nous la connaissons depuis 70 ans, vous avez dit, depuis 1970, vous avez dit, depuis 1980, vous l'avez dit. Mais nous n'avons pas à nous agiter autour de la Grèce. Nous, on n'a pas à le faire, parce que la Grèce, dans telle situation elle est aujourd'hui, c'est la Grèce de ce que l'impérialisme européen a voulu qu'elle soit. Et cet impérialisme à travers la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les multinationales derrière, c'est ce qui a servi les pays africains et qui a liquidé littéralement tous les nationalistes et révolutionnaires africains un à un. Tirons-en les leçons et les conséquences. Da möchte ich mich herzlich... Ich mache eine Zusammenfassung, zumindest versuche ich. Also, zunächst möchte ich mich herzlich bei allen Rednerinnen und Rednern bedanken. Ich möchte nur eine Frage stellen. Sie haben auch über die Konvertibilität, die Wechselkurse gesprochen und dass die Franc CFA ist sich einmal wechselbar von CFA Westafrika zu CFA Zentralafrika und umgekehrt. Also in diesem Sinne, in diesem politischen Kontext, welche sind die Chancen für einen Investitionsfonds für die Diaspora? Ich selber war auch beim Parlament tätig bei den Außenbeziehungen und man hat mich alles gemacht, um mich aus meinem Amt zu vertreiben, nur nach einem Jahr. Und auch in Mali haben wir vieles unternommen. Es gab dieses Hochkommissariat für die Mali vom Ausland, für den Auslandsmalierinnen. Und aufgrund von Streitigkeiten, politischen Streitigkeiten, wurde alles aufgegeben und das Ziel wurde aus den Augen gefasst. Also das stellt uns die Frage von der Befreiung des Kontinents. Und das, was Sie auch besprochen haben über Verschuldung, über Investitionen, über Währung, das alles gilt. Jetzt, der zweite Redner war auch sehr brillant, er hat über sich selbst an den Pranger stellen gesprochen.
Und ich glaube, das, was wir auch tun müssen, ist andere an den Pranger zu stellen, um nicht alles, dass mit alle Themen miteinander vermischt werden. Wir haben die Situation gehabt, eine bestimmte Situation gehabt in Libyen, in Elfenbeinküste. Und ich muss sagen, die Politiker von dem linken Lager, zu dem ich auch gehöre, haben in dem Sinne versagt, indem sie sich des Sozialchauvinismus schuldig gemacht haben. Das heißt, sie haben ihre Regierungen unterstützt. Und auch wenn sie nicht direkt den Kriegsbudget unterstützt haben, haben sie das nicht richtig deutlich zum Ausdruck gebracht. Und auch ein paar Länder haben sich scheu verhalten, so wie Deutschland, Russland und China. Und sie haben sich nicht so stark ausgedrückt, so wie die Linken in Lateinamerika. In Afrika, das war das Gleiche. Und das hat damit zu tun, dass die politischen Parteien von der linken Seite sehr eng in der sozialistischen und internationalen verwickelt sind. Also, sich selbst an der Sprache zu stellen, nicht unbedingt, aber andere. Weil Nkrumahs und Lumumba, das sind nicht so die gleichen Menschen wie die Mobutu und Bias und andere. Also die Bias, Mobutu, Touré, die müssen wir an den Pranger stellen. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass etwas aufrechtgehalten wird. Und zwar, dass wir nie aus den Augen lassen, das, was der Pfeiler der afrikanischen Interessen darstellt. Möchte ich 2 Worte über Griechenland sagen und zunächst einmal über Mali, über die Exporte, Reisexporte aus Mali. Aber alles kann auf dem Papier stehen. Sicher ist, dass Mali unter den Importen aus China unter anderem sehr leidet. Das bedeutet, dass viele Landwirte sind aus ihrem Land vertrieben und müssen vor dem Agrobusiness auch fliehen. Und dieses Agrobusiness ist sehr verstricken mit dem, was zur Verschuldung führt. Und das sind auch die Gesetze, die wir bei dem Parlament auch zugunsten der Bourgeoisie auch, einer gewissen Bourgeoisie in Afrika, verabschieden. Also Panafrikanismus musste der Ort sein, wo Menschen mit derselben Sprache, mit derselben Philosophie sich einander begegnen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jetzt 2 Worte über das Wirtschaftswachstum, 7 bis 10%. Aber für mich, das ist nicht das, was zählt. Weil wenn wir auch ein so starkes Wirtschaftswachstum haben, aber die Menschen nicht ernähren können, die nicht die Möglichkeit haben, dass unsere Kinder sich heilen können und in die Wüste gehen, das bedeutet, dass dieses Wirtschaftswachstum nicht das erfüllt, was die 60-70% der Bevölkerung auch, worauf die 60-70% der Bevölkerung Anspruch hat. Jetzt Griechenland. Bitte sehr. Seit 1980 erleben wir dieselbe Situation wie Griechenland heutzutage. Das heißt, Griechenland befindet sich in einer Situation, wo der Imperialismus eigentlich haben möchte. Und sei es Weltbank oder IWF oder die Multis, die sind diejenigen, die Griechenland in diesem Zustand behalten und dieselben auch, die unsere nationalistischen Leader auch ermordet haben. Und das sollen wir eigentlich im Kopf behalten. So, sehr schön. Und Sie sehen, es ist sehr, sehr schön. Alors, vous voyez que les traductions et consorts prennent vraiment du temps. C'est bien de comprimer les réponses et les questions également. Voilà. Alors, je passe la parole à